Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. On fait un premier jour pas bon, surtout moi, mes poussées n'étaient pas bonnes. Je pense que je suis pas dedans. Alors est-ce que je suis spectatrice parce que justement j'admire l'événement et que je sais pas, ou est-ce que je suis tout simplement pas bonne ce jour-là parce que la prépa a été très mauvaise comme j'ai été énormément malade et blessée. Je suis Solène Rigoulet et chez moi le sport est une histoire de famille, c'est ancré dans mes gènes. Très tôt, je développe une passion pour l'Olympique Lyonnais et les sports d'hiver, passion qui évolue et grandit toujours aujourd'hui à tel point que maintenant j'aime tous les sports. Et ce que je préfère évidemment, c'est encourager les athlètes tricolores. Ici, tu entends parler de toutes les disciplines et de toutes les pratiques. Et aujourd'hui, nous allons filer à 150 km/h sur une piste gelée pour découvrir l'histoire d'une bobeuse. Elle fait partie du premier équipage féminin français de bobsleigh à avoir participé aux Jeux Olympiques. C'était à Pékin en 2022. Carla Sénéchal est dans Tribune et Podium et elle raconte son parcours de sportive d'abord en athlétisme avant de recevoir un SMS un peu bizarre de Margot Bock, pilote de bob. Elle cherche une pousseuse pour se qualifier aux Jeux. Nous sommes alors en 2018, il reste 4 ans pour tout apprendre. Les deux jeunes femmes ne se connaissent pas et c'est là que l'histoire de Carla bascule. Je te souhaite une très bonne écoute avec Carla Sénéchal et ensemble, vibrons plus fort. Il y a 1 an, je rencontre pour la première fois mon invité du jour et c'est aussi la première fois que je parle de Tribune et Podium à une athlète de haut niveau. Assez réceptive à mon projet, son enthousiasme me conforte dans mes idées et mes valeurs. Je lui dis très rapidement que je veux l'entendre dans ce podcast et 1 an plus tard, nous y sommes. Et qui sait, peut-être qu'on va créer un rendez-vous régulier à l'année prochaine avec un enregistrement 1 fois par an. Je suis ravie de pouvoir échanger aujourd'hui avec Carla Sénéchal dans Tribune et Podium. Bonjour Carla. Bonjour. Pour te présenter aux auditeurs et aux auditrices, j'aimerais que tu le fasses en 1 phrase pour me parler de ton sport et ensuite 1 phrase pour me dire qui tu es en dehors du sport. Alors moi je pratique du bobsleigh, donc c'est un gros engin qui descend à environ 130 km/h dans une piste glacée. Me présenter sans parler de sport, compliqué ça. C'est un challenge. Du coup, Carla, 28 ans, d'une grande rêveuse. J'aime la vie et voilà. Très bien. Dis-moi comment t'es arrivée à faire du sport quand t'étais jeune. Toi, t'as commencé avec l'athlétisme. C'est arrivé parce que dans ta famille, c'était une tradition de mettre tout le monde au sport ou J'ai l'impression d'être née dans le sport, alors que pourtant, je ne suis pas du tout issue d'une famille de sportifs de haut niveau. Il y en a nulle part, pas d'oncle, pas de tante, pas mes parents, pas mes frères, enfin personne. Mais on a toujours eu cette culture du sport, donc il fallait faire du sport. Celui qu'on voulait, on nous laissait le choix, mais voilà. Mais par contre, on suivait vraiment les événements à la télé, tous les événements, tous les grands événements sportifs, que ce soit au rugby, au foot, mais aussi à l'athlé, tous les JO et tous les sports d'hiver. Enfin, tout ce qui passait à la télé, on suivait. Et il y avait vraiment cette admiration pour les sportifs français qu'il fallait soutenir, encourager. Et c'est comme ça qu'on a été baigné dans le sport. Et moi, du coup, j'ai commencé l'athlétisme en 2004 à la suite des JO d'Athènes. J'ai rêvé d'athlé en regardant Christine Aron courir son 100 mètres. Et c'est comme ça, j'ai dit mais moi aussi, je veux faire ça. Parce que je courais vite à l'école, plus vite que les garçons. Et du coup, j'ai dit voilà, je vais faire ça. Mes parents, ils ont dit on t'inscrit. Et voilà. Pas comme quoi les jeux, on le sait, que ça a un impact hyper important sur les jeunes et sur les inscriptions après dans les clubs. Et toi, du coup, l'athlé, quand t'arrives à ton premier entraînement, tu te rappelles un peu ce que tu ressens Alors, premier entraînement, non, je m'en souviens pas. Mais j'ai tout de suite adoré, ça c'est sûr, parce que j'ai jamais rechigné pour aller à l'entraînement. Même les jours où il pleuvait, je voulais aller à l'entraînement. Toute petite, c'était déjà trop cool. Il y a plein de filles, il y a plein de garçons, il y a plein d'amis à se faire. C'est hyper ludique quand t'es petit, donc... l'athlète, tu fais plein de choses, tu cours, tu sautes, tu lances. Et ouais, j'ai tout de suite adoré et je me suis tout de suite sentie dans mon élément. T'enchaînes les entraînements et au niveau compétition, comment ça se passe? Parce que tu fais quand même pas mal d'années d'athlète avant de changer de sport, quoi. Oui, alors les compétitions, on en fait très vite en athlète, très très petit. Alors on commence par les crosses. C'était pas une partie de plaisir pour moi déjà à l'époque. Enfin le sport d'endurance c'était pas ma tasse de thé, même si ça se passait bien, c'était pas là où je prenais le plus de plaisir. Et après tout de suite on fait des compétitions et j'ai toujours été compétitrice. J'ai jamais été mauvaise perdante.
Mais j'aimais vraiment gagner, j'aimais les médailles. Et ça a suivi ça jusqu'à à quel âge j'ai commencé le bob? 21 ans. Et par contre, à mes 21 ans, je commençais à avoir fait le tour de l'athlé. Je commençais à en avoir pas marre, mais je prenais moins de plaisir à l'entraînement parce que je m'étais beaucoup blessée et j'avais l'impression que on s'acharnait sur moi et presque, en fait, j'avais atteint mes limites, je pouvais plus progresser et puis voilà quoi, fallait que je change. Mais et au niveau des résultats, t'avais une frustration aussi peut-être ou pas tant? Pas tant que ça parce que j'ai jamais rêvé très grand en athlé. Enfin, j'étais contente de faire les championnats de France. J'espérais faire des médailles évidemment, mais ça me paraissait être une marche trop haut à un niveau international. Même si j'ai fait quelques matchs avec la région contre l'Italie, l'Espagne et tout, mais ça me paraissait être une étape que je pouvais pas surmonter. Et j'avais pas le niveau et les capacités. Et à ce moment-là, j'étais en train de me questionner sur mon avenir, qu'est-ce que j'allais faire après l'athlé, parce qu'en fait l'athlé ça prenait, même si j'allais à l'école, l'athlé c'était ma passion, donc j'y accordais tout mon temps et tellement d'importance. Donc je me suis posé la question de qu'est-ce que je vais faire maintenant, et en fait à ce moment-là j'ai été contactée pour faire du bob, et c'était vraiment le timing parfait. Parce que je faisais mes études à distance. Et du coup, j'ai dit, incroyable, j'ai toujours voulu en faire. C'était dans un coin de ma tête, c'était un petit secret dans un coin de ma tête. Parce que c'était un sport d'hiver, parce que ça avait l'air fou, complètement dingue. Qu'il y avait ces sensations qui avaient l'air uniques. Et ça m'est tombé dessus à ce moment-là. Et vraiment, les planètes, elles se sont alignées, quoi. Et toi, tu reçois ce message de Margot, donc ta partenaire de Bob, qui cherche quelqu'un. Ouais, c'est ça. Un peu sortie de nulle part, elle t'a trouvé sur Facebook. Enfin voilà, elle avait entendu parler de toi et tout. Quand tu reçois ce message, donc les planètes s'alignent. Et quand t'arrives à ce premier entraînement avec Margot que tu connais pas du tout à ce moment-là, raconte-moi, tu te rappelles comment ça se passe et même, est-ce que tu te dis ok, je vais pouvoir y arriver en bob, ou est-ce que ça va être totalement galère? J'oublierai jamais ce premier entraînement avec Margot parce que c'est quand même assez atypique. Donc j'avais rendez-vous à Mako-la-Plagne, je connaissais pas Mako-la-Plagne, je connaissais la Plagne mais pas Mako, donc c'est le petit village juste en dessous. J'arrive dans un endroit, un stade pas en très bon état, pas très bien entretenu. Bon, depuis tout a été refait, mais grâce à vous. Je sais pas, non, je pense pas. Mais et à côté, donc cette petite piste de poussée, je connaissais pas, je savais pas à quoi m'attendre. On m'a dit on va te faire des tests de poussée. J'en avais aucune idée de ce que j'allais faire. On m'a dit prends tes pointes. Donc je me suis dit ok, je suis sur du tartan. Il va falloir courir vite. C'est à peu près ce que je sais faire, ça va aller. Mais j'avais aucune idée de ce que je faisais là. Et il y avait Bruno Marjon qui était là ce jour-là. C'était lui qui un peu décidait de mon avenir entre guillemets, si c'était ok ou pas. Et puis en fait on était qu'entre nous quoi. Il y avait mon père, Bruno Marjon, Margot et moi. Et le père de Margot, il me semble, et c'était un petit comité. Et du coup, on était à l'aise parce que pas nombreux. Margot était encore plus timide que moi, donc c'était marrant parce que c'était à moi de la mettre à l'aise. Bruno Marjon, très discret, c'est sa personnalité, il est comme ça, donc c'était vraiment tranquille, c'était cool, il faisait super beau, trop chouette. Et tout de suite, j'ai aimé les sensations alors que je revenais de un mois de vacances, donc j'avais fait 0 sport pendant un mois. Et ils te disent tout de suite si c'est oui ou si c'est non? Ouais, après, il fallait qu'on voit un peu avec Margot comment on s'entendait. Et en fait, quand on s'est échauffé, donc on faisait des tours de stade pour s'échauffer tranquillement, on a un peu discuté de nos vies respectives et on s'est rendu compte qu'on avait plein de points en commun. Donc déjà, ça, c'est hyper rassurant de se dire que ça peut matcher, ça peut bien se passer, etc. Mais à ce moment-là, on m'a ni parlé de calendrier, on m'a parlé de rien du tout. Donc je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Et donc là, je me projetais vraiment sur rien, quoi. Juste. C'était quoi? C'était 2018? Ouais, c'est ça. Septembre 2018. Et du coup, non, je me projetais sur rien du tout. Et peu de temps après, on s'est revus pour qu'elle me parle du planning. Et là, je me suis dit, waouh. Donc en fait, je vais partir tout l'hiver dans un sport que je connais pas. Je suis encore jamais descendue en bob, donc je sais même pas si je vais aimer. Ça a été. Et tout de suite des responsabilités parce que comme les tests s'étaient bien passés et que Margot avait un passé de lugeuse, la fédération nous faisait confiance pour qu'on attaque les compétitions. Ah ouais, les responsabilités d'un coup, fallait tout apprendre. J'avais même pas conscience de toutes les connaissances qu'il fallait avoir sur le bob, quoi, sur l'engin, toute la manutention, toute la mécanique. Mais c'était une vague d'apprentissage. T'as pas eu peur énorme. De cette descente aussi rapide? J'ai pas eu le temps. J'ai eu le temps de rien en fait. Avec le recul, je me dis tant mieux. Parce que est-ce que c'est bien d'avoir conscience de tout ce qui t'arrive? Je ne suis pas sûre, mais c'est allé tellement vite.
tout s'est enchaîné à une vitesse j'étais tête dans le guidon et de toute façon, j'avais pas le temps et j'avais pas le choix. Il fallait pas que je me pose des questions et tout parce que on voulait que ça marche. Enfin Margot quand elle m'a parlé du planning, de toute façon le premier message qu'elle m'a envoyé, elle m'a dit je veux faire les Jeux Olympiques dans 4 ans. Donc elle dans sa tête, c'était timé. Il y avait pas un jour où il fallait se stopper quoi. Elle s'est dit c'est bon, j'ai chopé le bon poisson et je recule plus. Elle est là, elle a mordu, je lâche pas quoi. Donc ouais non, j'ai pas eu le temps de me dire est-ce que ça me plaît vraiment ou pas. Enfin après la première fois que je suis descendue au mois d'octobre, donc un mois après mon premier essai, j'ai fait 3 descentes et je me suis dit waouh, qu'est-ce que je fais là, j'ai des bleus partout. J'ai eu mal, j'ai souffert, honnêtement. Forcément, j'ai eu mes parents au téléphone. C'est eux qui m'ont fait plus réaliser, en fait, est-ce que t'aimes, est-ce que ça te plaît, est-ce que c'est dangereux, vraiment? Ouais. Où t'es, quoi, où tu te situes. Et en fait, de toute façon, j'étais en Allemagne. J'avais pas le choix. Il fallait que je fasse, Margot avait prévu faire 1 semaine d'entraînement. Il fallait que je fasse toutes les descentes de tous les entraînements. Donc, il y avait pas de retour en arrière possible. Et en fait, dès le lendemain, j'ai kiffé. Dès le lendemain, j'ai pris du plaisir, j'ai pu comprendre le fonctionnement. En fait, j'étais plus dans je subis tout le rythme de la journée, le rythme du bob. Et j'ai dit ouais, en fait, en plus avec Margot, ça se passe trop bien. Enfin, et on voyait sa détermination dans ses yeux, ce rêve. Enfin, et du coup, je me suis dit ok, là, j'ai le droit de m'autoriser à rêver grand et c'est parti, quoi. Et puis, c'est aussi un nouveau planning d'entraînement pour toi parce que en athlétisme, globalement, tu vas t'entraîner tous les jours sur stade et parfois tu fais de la muscu. Mais globalement, la majorité de tes entraînements, c'est ton sport et ce que tu vas pratiquer en compétition. Le bob, la majorité de tes entraînements, c'est pas de faire de la descente, quoi. C'est d'aller courir sur piste, d'aller faire de la muscu. Mm-hmm. Et parfois de faire de la descente. Ouais. Et du coup, c'est aussi une nouvelle manière de réfléchir ton sport parce que en fait, tu fais pas tant de descente que ça, quoi. Ouais, après les deux premières années, elles ont été compliquées parce que on était un peu livrés à nous-mêmes, on était un peu que toutes les deux, toutes seules, sans trop d'aide autour de nous à part l'aide de notre famille. Et du coup, j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'entraîner physiquement parce que j'encaissais toutes les descentes. Et il fallait encaisser beaucoup de descentes parce que Margot apprenait. Donc, comme c'est un sport d'expérience, plus tu descends, mieux c'est en théorie. Donc, j'ai pas eu le temps de beaucoup m'entraîner physiquement. Et même si j'avais le temps, j'étais tellement cuite parce que toutes les informations que j'absorbais, tout ce que je devais apprendre, etc., j'arrivais pas à y aller. Et Margot, pareil, on était vraiment cuite. Donc, pour s'entraîner physiquement, c'était difficile. Donc, ouais, c'était un autre rythme et la priorité était vraiment sur l'engin. Et c'est un peu plus tard que le rythme vraiment des entraînements tel un athlète de haut niveau est venu. Et là, après, j'ai trouvé mon rythme et ça m'a bien plu. Alors, le 4 février 2022, donc ça marque le début des JO. On était déjà sur place depuis quelques jours. Mais c'est la journée de la cérémonie d'ouverture. On est à 3 heures de Pékin, le lieu où avait lieu la cérémonie d'ouverture. Et du coup, on reçoit des ordres très précises de la fédération. À telle heure, c'est ici. Vous devez vous habiller comme ça, etc., etc. Le protocole, il est comme ça. Oubliez pas vos accréditations. Enfin, c'est une journée hyper, surtout en Chine, hyper cadrée. Pendant le Covid. Ouais, pendant le Covid, c'est ça. Certainement pour ça que le protocole était énorme. Mais c'est une journée, je pense... Alors, je réfléchissais avant que tu arrives et je me suis dit, en fait, j'ai pas beaucoup de souvenirs de la compétition des JO. C'est trop bizarre, mais pourtant, c'est l'élément phare de l'événement. Mais j'ai pas grand souvenir de la compétition. Mais alors, la cérémonie d'ouverture, par contre, j'ai pas oublié 1 minute, quoi. C'est fou, c'est bizarre. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien, mais... En tout cas, c'était une journée incroyable. Je me souviens qu'on s'est réveillés tranquille avec Margot et on s'est fait plaisir parce qu'il y avait un coiffeur au village olympique. On s'est dit trop bien, on va aller se faire coiffer et tout. Et donc on est allé se faire boucler les cheveux. Alors qu'on a les cheveux raides, mais on s'est dit allez, on va se faire un peu joli et tout parce que c'est forcément le moment où il y a plein de photos. Et en fait, trop agréable ce moment off d'aller se faire coiffer au milieu de tous ces entraînements. Et puis trop marrant parce que les Asiatiques, ils ont pas l'habitude de coiffer des blondes aux yeux bleus, donc ils arrêtaient pas de nous dire « Oh, cheveux, ils sont incroyables !» et tout. Ça nous faisait trop rire. La discussion était très compliquée parce qu'ils parlaient pas anglais en plus, donc c'était trop marrant. Donc déjà là, super moment. Et puis après, c'est le moment d'aller mettre nos tenues. Donc là,
c'est comme la rentrée un peu quand t'es à l'école, t'es trop content de préparer tes petits habits et tout pour le premier jour d'école. Bah là, on était trop content de s'habiller pour la cérémonie. Je pense qu'on réalisait pas encore exactement ce qui allait se passer. Parce qu'en fait, on suit quoi, on suit les athlètes, on suit l'encadrement, etc. Dans votre zone du village, parce que pour les sports d'hiver, c'est différent des sports d'été, c'est que c'est un peu éclaté pour les différents sites de compétition. Vous étiez avec qui d'autre ? Nous, il y avait le ski alpin avec nous, donc il y avait Tessa Worley qui était en plus porte-drapeau, donc c'était trop chouette. Donc nous, on n'était pas nombreux par contre. Et en plus, alors pour plein de raisons, il y avait peu d'athlètes français présents à la cérémonie d'ouverture, parce qu'il y avait ce risque du Covid, que des virus tournent. Il y avait aussi ces 3 heures de route pour aller à Pékin, et il y en a qui étaient en compétition dès le lendemain ou plus tard. Nous, on a de la chance avec le bob, c'était une semaine après, donc on avait largement de quoi s'en remettre. Et puis pour nous, c'était les premiers, tous nos entraîneurs, ils nous avaient dit non mais vous pouvez pas louper la cérémonie. Et pour nous, c'était hors de question de louper la cérémonie. Et donc voilà, on n'était pas nombreux, mais c'était chouette, c'était un beau moment de partage et d'échange. Donc on s'habille, on s'habille avec nos pantalons blancs et tout. Je me rappelle qu'il faisait très froid, donc il fallait vraiment qu'on s'habille chaudement, donc on met des couches comme on peut sous nos vêtements de cérémonie. Et puis on fait les photos en bas de notre bâtiment, avec Tessa notamment. Et puis les autres athlètes, trop fiers d'être dans nos tenues tout beau. Elle claquait cette tenue en bleu, blanc, rouge là, bien fluo, on voyait que nous. Et puis après, on monte dans le bus et c'est là que s'ensuit des tonnes d'étapes avant de pouvoir accéder au stade, à ce fameux nid d'oiseau qui me parle beaucoup puisque j'ai fait de l'athlé. mais et déjà dans le bus, il y a toute l'ambiance qui monte avec les autres. C'est ça. Alors après, comme il y a 3 heures de route, oui, il y a quand même le temps de se calmer. Il y a quand même le temps. Et en fait, j'ai souvenir de... comme on n'était pas nombreux, on avait le bus de toute façon que par nation, donc voilà. Et j'ai souvenir qu'à un moment donné, au bout, je sais pas, d'1 heure, 1h30 de route, j'étais dans ma bulle complète, dans mes pensées complètes, et j'ai été prise d'émotion. Et vraiment, j'ai réalisé tout le chemin parcouru, parce que l'année olympique, elle avait été terrible pour moi. Ça a été échec sur échec, blessure sur blessure, maladie sur maladie. J'ai cru jamais m'en sortir, quoi. Puis vous avez failli ne pas vous qualifier aussi. Ouais, c'est ça. Parce que, justement, comme j'ai beaucoup été malade, on a loupé beaucoup de compétitions, donc on n'était pas sûr que ça marche au classement général, entre autres, plus d'autres raisons, des compétitions annulées à cause du brouillard. Bref, il y a eu des tonnes. C'était une année vraiment horrible que j'espère ne pas revivre cette année, mais que je ne suis pas prête d'oublier non plus. Mais ouais, j'ai vraiment enchaîné difficulté sur difficulté et j'ai réalisé que waouh, j'y étais, ça y est, c'était le moment que je pouvais être fière. Je me suis autorisée à être fière à ce moment-là. Je me suis dit, tu te rends compte, ça y est, t'es au JO, quoi. Alors que ça faisait déjà quelques jours que j'étais là et j'ai réalisé que j'étais au milieu des plus grands sportifs du monde. C'était dingue, que je portais la tenue de l'équipe de France et que c'est bizarre, mais en fait tout le monde va nous regarder, quoi. Donc tout ça, que il y avait eu l'épidémie de Covid, donc pareil, on avait vaincu tout ça. J'ai été prise d'émotion, quoi. Et en fait, je pense que ça m'a fait du bien. C'était le bon moment parce que ça lançait les JO. Après, j'ai vite été arrêtée parce qu'il fallait qu'on descende du bus, qu'ils analysent nos sacrets, savoir. Bref, il y a tout le protocole, quoi. Et puis après, c'était tellement bien organisé. On est descendu du bus, on a marché nation par nation pour rejoindre le nid d'oiseaux. Là, on a retrouvé les autres athlètes qui, eux, étaient à Pékin, donc les patineurs notamment. Donc le reste de ma fédération. Ceux que tu connais particulièrement. Un petit peu, ouais. On était contents de se retrouver, de se dire alors, il est comment votre village, ça va, vous êtes contents d'être là, vous êtes en forme et tout. On était trop contents de se retrouver. C'était un beau moment d'échange tous ensemble, même avec les autres disciplines, parce que du coup, il y a ceux le biathlon, tout ça, ils venaient nous rejoindre aussi. C'était trop cool. Et puis c'est là que les porte-drapeaux ont eu leurs consignes et tout. On a pu assister à tout ça, donc c'était trop chouette de voir la magie dans leurs yeux aussi. Et après, en fait, on se rend pas compte, on marche et on arrive à l'entrée du stade et ça va être le moment de défiler, quoi. Donc là, c'est dingue. Là, c'est dingue parce qu'on a vu sur tout le stade et on se dit, ok, c'est le moment où on va marcher. Et en fait, par chance, on s'est retrouvés à la tête du groupe et à l'avant du groupe. En discutant, en fait, en se mélangeant, on s'est retrouvés à la tête du groupe et on s'est rendu compte qu'on allait être dans les premiers à rentrer, quoi, en forme de V en plus pour le V de la victoire et tout. C'était
incroyable, quoi. On s'est dit, on va être tout devant et tout, enfin, c'est fou. Derrière les porte-drapeaux, on va pouvoir bien les voir. En plus, les porte-drapeaux, vous les connaissiez quand même pas mal parce qu'il y avait Kevin Roland qui est de votre station. Qui est de la Plaine, ouais. Et donc Tessa qui était dans le même village que vous, donc il y avait aussi quelque chose de... Non, c'était trop chouette. Puis c'est des sportifs qu'on admire, quoi, donc trop bien. Et puis ils échangeaient avec nous, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire avec les drapeaux et tout, est-ce qu'on le lance, est-ce qu'on se le jette, est-ce qu'on se le... Enfin, c'était vraiment trop sympa. Et puis ce moment, donc du coup, on nous dit, vous vous mettez en V, et après, bah ça va y aller, quoi. Et toi, t'es là, oh, ça y est, c'est maintenant. Et j'étais, mais comme une enfant, vraiment. J'ai eu des étoiles dans les yeux pendant 2 heures de cérémonie. Toutes ces lumières, tous ces écrans, tous ces danseurs, parce qu'il y avait une quantité de danseurs, mais ils avaient un sourire, il y avait une énergie, en fait, ils nous communiquaient leur énergie, et c'est presque eux qui te font réaliser profite de ce moment, il est unique, c'est une vraie chance, et ils nous faisaient des cœurs et tout, c'était trop mignon, enfin, c'était un vrai échange, un vrai partage, et à ce moment-là aussi, donc, on filme un peu, parce que forcément on a envie d'avoir des souvenirs, mais on s'était tous dit, enfin, le petit groupe entre nous avec Margot, on s'était dit... pas trop de téléphone, faut aussi profiter de l'instant, faut aussi profiter du moment. On retrouvera, il y aura plus forcément des vidéos, des photos quelque part. Mais je me souviens qu'on se croisait du regard et on se disait, mais c'est incroyable. Enfin, on est là, c'est fou. Il y avait Tesla 2 aussi. Enfin, on se disait, c'est quelle chance, enfin, c'est dingue, c'est incroyable ce qu'on vit. Il y a nos parents, nos familles derrière nos écrans qui doivent nous regarder. Ils doivent nous chercher et essayer de reconnaître et vous êtes devant, donc vous avez de la chance. C'est ça, on avait de la chance d'être devant. Mais avec le masque, le bonnet, les vestes longues et tout, pour nous reconnaître, c'était pas évident. Et ouais, et après on marche, on traverse ce stade. Moi j'ai été subjuguée par la magie de ce stade. Déjà l'éclairage extérieur orangé, c'était incroyable. Et après tout de suite je me suis dit, oh, mais là faire un 100 mètres ici, ça doit être complètement dingue. Sous tout ce public et tout, ça doit être complètement fou. Et ouais, on a marché, c'était que de la joie, que du bonheur, que des sourires, des rires, des photos, des câlins. Enfin, avec Marc, on s'est pris dans les bras. Enfin, c'était incroyable. C'est à ce moment-là que tu t'autorises à te dire, tout est possible pendant les Jeux. Ouais, complètement. Mais de toute façon... Les Jeux, c'est un événement unique et on sait que tout est possible pendant les Jeux. Et de toute façon, si on y va aux Jeux, c'est parce que aussi tout est possible et on s'autorise à rêver le plus grand possible. Mais ouais, et ça te transcende. Enfin, vraiment, tu te dis, ça y est, c'est maintenant, on y va, quoi. J'ai envie d'y aller et j'ai envie de me servir de cette énergie pour performer, quoi. Pourquoi ça a été un événement marquant dans ta carrière, au-delà des émotions que tu as vécues sur le moment? Comment ça te porte encore après plusieurs années, tu vois, ce moment-là? Comme j'ai toujours suivi les Jeux à la télé, je pense, que ce soit des JO d'été ou des JO d'hiver, on a toujours regardé les cérémonies d'ouverture et je pense que c'est pour ça. Enfin, en fait, j'ai l'impression que c'était un moment de famille et c'est peut-être pour ça que ça m'a ému autant et que c'était si important pour moi. Aujourd'hui, pourquoi ça me motive à aller à l'entraînement et tout, c'est parce que j'ai envie de revivre ces émotions, clairement, ça c'est sûr. J'ai envie de revivre ces émotions, de profiter encore plus, de partager encore plus. En plus, là, ça sera à Milan, enfin, ça sera à Cortina, donc sans le Covid. Sans le Covid, avec les proches potentiellement. Voilà. C'est ça, avec les proches, la famille potentiellement qui seront là. Donc, ouais, non, mais c'est un moteur. C'est un moteur. Après ce démarrage olympique avec cette cérémonie, comment vous vivez la suite et les résultats aussi de votre compétition? Alors, la suite déjà, on rentre, on fait les 3 heures de bus et dès le lendemain, on retourne à l'entraînement et c'est reparti, quoi. Enfin, on est tête dans le guidon. Alors, première semaine, c'est monobob. Donc, du coup, moi, je suis un peu tranquille, on va dire. Et je suis contente parce que je vais pouvoir... je suis actrice de l'événement, même si c'est du monobob et que je suis pas pilote, mais... je vais pouvoir analyser, voir comment ça se passe, comment il déroulait, et du coup ça c'est cool. Et le monobob se passe bien. La deuxième manche de Margot est géniale et justement elle nous permet encore plus de nous autoriser à rêver grand, quoi. Mais je récupère une Margot en larmes le deuxième jour de compétition et parce que justement comme on s'autorise à rêver grand, la déception elle arrive derrière et puis je pense qu'il y a une retombée de stress, une retombée de pression. Et je me suis dit, ok, waouh. Enfin, là, c'est vrai, il y a un enjeu de dingue. Il y a une possibilité de dingue, même si on connaît les écarts de niveau et que on était jeunes dans la discipline. On n'avait que 4 ans, donc, de sport. Donc, on était des bébés, hein. Mais
Mais je me suis dit, ouais, enfin, je comprends ces émotions. Et en fait, je veux plus l'avoir pleuré. Et j'ai envie qu'on donne tout pour avoir aucun regret et qu'on soit fiers de nous, quoi. La semaine d'entraînement, donc la deuxième semaine se passe un peu compliquée. On a du mal à trouver les réglages du bob, trouver le bon matériel. On se pose plein de questions. Est-ce qu'on fait les bons choix? Est-ce que il y a une pression? Il y a une pression parce qu'on a envie de bien faire. Et sauf que on n'a pas d'expérience et du coup c'est compliqué. Donc la gestion de l'événement, elle a pas été évidente. Même si on a pris plaisir à s'entraîner et qu'on avait hâte d'être à la compétition, mais pas dans les bonnes conditions, quoi. On était clairement trop peu expérimentés, je pense, pour réussir à bien gérer tout ça. La compétition, comme je disais, j'ai pas beaucoup de souvenirs. On termine 13e. On fait un premier jour pas bon, si je me souviens bien. On fait pas un très très bon premier jour. Surtout moi, mes poussées n'étaient pas bonnes. Je pense que je suis pas dedans. Alors est-ce que je suis spectatrice parce que justement j'admire l'événement et que je sais pas. Ou est-ce que je suis tout simplement pas bonne ce jour-là parce que la prépa a été très mauvaise comme j'ai été énormément malade et blessée. Donc c'est un cumulé qui fait que la perf elle est pas bonne. De toute façon, on visait un top 10, on fait 13e, c'est pas cata, mais c'est vraiment pas ce qu'on voulait. Et enfin voilà, après le deuxième jour se passe mieux. Donc ça fait du bien au moral. Le deuxième jour, on voit nos familles à l'écran à l'arrivée. Avec Margot, on se regarde et pleine de complicité et en fait fières l'une de l'autre, fières qu'on soit arrivé là. On se rappelle tout ce qu'on a fait pour en arriver là. Et ça reste un beau moment. Après, l'après-jeu est plus compliqué parce que en fait on a vu les médaillés, on a vu tout ça et en fait on se dit waouh, on a envie de vivre ces émotions-là. On est passé à côté de ces émotions-là même si on s'attendait pas à être médaillé, mais on se dit mais ok. Quand tu démarres une course, t'as quand même au fond de toi l'espoir d'être sur la boîte. Bien quoi. sûr, on se dit il suffit d'une chance, on en a déjà vu, enfin ça arrive quoi. Donc bien sûr, mais ouais, c'est surtout les conditions, je pense, qui nous ont fait du mal et l'année qu'on venait de passer, quand tout retombe et que tu vois le bonheur autour de toi, les autres médaillés autour de toi, il y a ce contraste qui est pas évident à gérer et tout de suite en fait on est déjà dans l'analyse en se disant ok, les prochains faut pas que ça se passe comme ça quoi. Et est-ce que il y a une pression pour vous d'être le premier équipage féminin français aux Jeux Olympiques de toute l'histoire du bob? Enfin, est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous le savez aussi, tu vois, ou est-ce que c'est une info que vous avez pas forcément en tête? Alors c'est une info qu'on n'avait pas du tout au départ. Et c'est les journalistes qui nous l'ont dit. On l'a découvert comme ces ça. Journalistes. On l'a découvert comme ça. Trop cool. Trop bonne info. Enfin, on était là. Je me rappelle quand on l'a appris, on s'est regardé, on s'est dit ah bon? Ah mais vraiment incroyable. Et on était super fiers, mais non, pas de pression. Qu'est-ce que ça change? Enfin, ça change rien en soi. Donc ouais, non, on était super fiers, mais ça nous a pas mis de pression et après de toute façon, enfin c'est important de garder les pieds sur terre et puis on n'avait pas de quoi fanfaronner quoi. Ça faisait que 4 ans que tu faisais du bob, faut pas non plus évidemment ça. Tout le monde rêve d'un exploit d'être outsider et d'arriver premier ou de finir sur la boîte. Mais il y a aussi la réalité parfois du terrain qui nous rattrape quoi. C'est ça. Et puis nous on est quand même un sport particulier où il y a trop de paramètres. Il y a les engins qui comptent tellement dans la performance, etc., que on sait que déjà, au départ, on part pas tous sur le même pied d'égalité. Donc, pour faire une perf et une médaille, la chance, il en faut vraiment beaucoup. En bob, il n'y a pas de technicien pour gérer la machine, contrairement par exemple au ski, au biathlon. Alors, ça dépend les nations. Mais si, il y a nous on appelle ça des mécanos. Et il y a des nations qui ont des mécanos. Nous on a un manager entraîneur mécano. Il fait tout. Il a tous les rôles. Ouais, c'est Bruno Bianchon, bien évidemment. Et ouais, il fait tout, il gère tout. Donc c'est pas simple de tout gérer, c'est beaucoup de responsabilités. Et mais ouais, non, mais il y en a qui ont des mécanos, ouais. La frustration, je l'ai eu toute la saison 2024, 2025. Ouais, la frustration, un événement. Alors 2 événements parce qu'ils sont regroupés par le même phénomène. Coupe du monde de Lillehammer en février et championnat du monde en mars à Lake Placid. Margot perd sa visière. Donc sur 2 reprises et là ça génère de la frustration de dingue parce que en fait t'as plus de visière, t'as plus de visibilité, tu vois plus rien, c'est dangereux
t'as plus d'aéro, tu t'arrêtes quoi. Enfin, il y a plus de vitesse, il y a plus rien. Et ça frustre bien ça. Ça frustre. Ça arrive 2 fois de suite. Ouais. Parce que c'est quand même censé être bien accroché, quoi. Alors oui, c'est censé être bien accroché, mais c'est arrivé donc sur 2 pistes différentes, donc 2 profils différents, 2 casques différents. Donc on a quand même mis toutes les chances de notre côté et ça ne marche pas. Comment on l'explique ? Ça arrive dans sa carrière de perdre sa visière parce qu'on a un sport qui secoue, ça tape, donc elle peut voler. Le système il fait que ça peut sauter. Margot, pourquoi ça s'est enchaîné ? On pense parce qu'elle est un peu plus petite, c'est un plus petit gabarit et certainement les attaches de son casque sont à la hauteur de l'angle du bob qui fait que pas de chance, ça tape au mauvais endroit. On pense que c'est pour ça. Après, on est sûr de rien, hein, mais il y a pas de défaut de casque, il y a pas de chance quoi. L'admiration, je vais parler du monobob au JO de Pékin en 2022. L'américaine Kylie Humphries a surdominé la compétition et je me souviens d'être à l'arrivée parce que en fait quand on finit les compétitions, la compétition on s'attend tout à l'arrivée. Et je la vois arriver debout dans son bob, les bras ouverts en croix, la tête relevée. Je me suis dit, waouh, quelle classe. Vraiment, quelle classe. Elle est là depuis des années sur le circuit. Enfin, vraiment, je vais pas dire de chiffres parce que je vais dire une bêtise, mais elle est incroyable. Elle a vraiment dominé la discipline comme une chef. Et je me suis dit, ah ouais, quel exemple. Quelle femme. Vraiment, quelle femme. Elle a une aura, cette femme. Enfin, vraiment, elle dégage quelque chose. C'est la femme forte. C'est vraiment le stéréotype de la femme forte. Forcément, elle est très musclée. Elle est grande. Elle a cette culture anglo-saxonne. Elle est américaine-canadienne. Donc, elle a vraiment cette prestance. Et c'est une force de la nature, quoi. Et aujourd'hui, elle est maman. Je crois 6 mois après son accouchement, elle était en compétition. Cette année, elle a perfé. Non, elle est admirable. Et la longévité, c'est... Je pense qu'on peut demander à n'importe quel athlète sur le circuit, tout le monde citera son nom forcément, même les entraîneurs, sur des générations et des générations, tout le monde parle d'elle. Quand on s'était vu l'année dernière, que je t'avais demandé si toi tu te sentais à l'aise d'aller jusqu'à 2030, puisqu'on aura les Jeux chez nous. Elle, on parle de longévité, du coup. Toi, t'étais un peu mitigée l'année dernière. Comment tu vois l'avenir ? Est-ce que tu te dis, ouais, je peux durer ? Est-ce que j'aurais envie de durer aussi ? Plus on se rapproche, plus j'ai envie. Parce que je me dis qu'après Milan, ça sera, c'est plus que 4 ans. Ça passe vite, 4 ans. Enfin, quand on est dans une Olympiade, honnêtement, ça passe super vite. Donc, je me dis que je vais tenter l'aventure, forcément. Parce que des jeux à la maison, c'est une expérience unique. Encore plus dans notre sport. Parce que, c'est une infrastructure, on a de la chance d'avoir une piste en France, à La Plagne, et c'est beaucoup de points de son côté. Enfin, c'est un vrai avantage d'avoir sa piste à la maison. Donc, j'en ai envie. Maintenant, je vais prendre année après année, voir où j'en suis, à quel niveau je suis. Si j'ai ma place, j'y vais, bien évidemment. Si j'ai pas ma place, je mettrai peut-être le clignotant. Mais le but, c'est d'y aller et le but, c'est de parfait. Donc, je vais tout faire pour. Mais voilà, je me forcerai pas. Et si mentalement, ça va pas, j'arrêterai. Mais je vais tout faire pour que ça aille bien. Donc, ça a évolué. Est-ce que c'est les Jeux de Paris aussi qui ont eu un effet de « Ah ouais, comme ça s'est passé à domicile ?» À vivre ça peut être chouette. Ouais, un petit peu, honnêtement, parce que ça a été des jeux vraiment réussis. On dit que c'est les plus beaux jeux de l'histoire, donc c'est pas rien. L'ambiance était dingue, les Français ont vraiment soutenu les athlètes français, c'était trop beau à voir, c'était des belles émotions encore. Donc oui, ça donne envie. Après, les jeux d'hiver, c'est toujours un peu différent, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais ouais, c'est aussi pour la longévité que j'ai envie de le faire. Je me dis si ça ferait 12 ans en équipe de France, ça serait beau et j'ai bien envie de ça aussi. Vous êtes alignés là-dessus avec Margot ? Ah oui, non, Margot, elle va parler de 2034 aussi. On en a déjà discuté, elle m'a déjà parlé de 2034. Je lui ai dit, Margot, 2034, tu comptes pas sur moi, c'est hors de question. Je serais trop vieille. Même si aujourd'hui, on voit des femmes de 40 ans au meilleur niveau, mais ouais, non, Margot, elle est 2030, elle est plagnarde en plus, donc forcément... Puis elle est plus jeune que moi, donc encore plus. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à te lever tous les matins pour aller t'entraîner avec la difficulté de ce sport aussi et l'incertitude d'être sélectionnée en fait aussi Ouais. C'est parce que je rêve de médailles tous les jours. Enfin, c'est ma motivation pour aller à l'entraînement.
c'est aussi le plaisir de m'entraîner. J'aime m'entraîner, j'aime ce que je fais. Donc c'est facile, entre guillemets, d'aller m'entraîner. Alors, pas tous les jours, bien évidemment, quand les séances sont plus ou moins difficiles, mais c'est mon rêve olympique qui me fait aller m'entraîner. Et on a parlé de frustration tout à l'heure. Là, la saison, en termes de résultats, elle est pas à la hauteur de vos attentes. Comment on s'en remet, en fait, de cette saison où c'est une saison avant l'année olympique, où on sait qu'il y a quand même des choses à mettre en place, et en fait, il y a pas de podium, c'est à chaque fois des petites erreurs, on s'en remet vite, parce qu'il n'y a pas le temps. Encore une fois, l'année prochaine, c'est l'année olympique. Enfin, cette saison, c'est l'année olympique, donc il n'y a pas le temps de se lamenter sur son sort, quoi. Mais de toute façon, on est accompagné. Enfin, moi personnellement, je travaille avec un prépa mental qui m'a accompagné après chaque compétition, après chaque échec. On a parlé après pour justement avancer le plus vite possible et rebondir le plus vite possible. Donc on s'en remet bien, je pense, forcément. Enfin, j'espère. Et on retourne au boulot et on travaille encore plus. On travaille différemment, forcément. On veut pas refaire les mêmes erreurs. Et puis on y croit en positif, parce que si on positive pas, ça marche pas. Donc voilà. Quand Margot, elle vient de chercher en 2018, vous êtes que toutes les deux, toi en pousseuse et elle en pilote. Aujourd'hui, il y a une concurrence à ton poste. Comment tu vis ça ? Des jours je le vis bien, des jours je le vis bien. Parce qu'on a vu déjà sur certaines compètes où c'est pas toi qui est dans le bob avec Margot. Ouais. Quand je suis arrivée en 2018, j'étais toute seule, mais très rapidement, il y a des filles qui sont venues. Enfin, il y avait des filles qui avaient fait des tests plus ou moins à la même période que moi. Je les ai pas le jour où j'étais là, mais donc je savais tout de suite qu'il y avait une concurrence entre guillemets. Et très rapidement, il y a des filles qui ont intégré l'équipe. Donc, ça fait partie du sport complètement. Je suis complètement ok avec ça. C'est le système du bob qui est comme ça, mais c'est important en fait pour que le niveau augmente. En fait, si moi-même je veux m'améliorer et performer, il faut qu'il y ait des filles qui me tirent vers le haut, quoi. Donc c'est pas toujours facile, bien évidemment, parce qu'on se bat pour une place, mais ça fait complètement partie du jeu et c'est en fait la définition du sport de haut niveau, c'est la concurrence, donc c'est ok. Là, c'est quoi la suite pour toi, parce que on enregistre, donc on est en avril avec l'échéance olympique en février prochain. Oui, c'est une année bien chargée qui nous attend. On va reprendre les stages estivaux à partir du mois de mai. Il y en aura un peu tous les mois. Donc une grosse prépa en muscu et en sprint et sur la phase de poussée. Et puis ensuite début septembre, on aura les présélections pour les JO. Donc en interne pour les pousseuses. Et après, à partir d'octobre, si je dis pas de bêtises, on va attaquer les Coupes du Monde. On va découvrir Cortina. Donc ça, trop hâte, trop cool. La piste est prête, donc on a hâte de la découvrir et de la prendre. Pareil, ça va être beaucoup de boulot. Et puis après, on va enchaîner les Coupes du Monde pour essayer de se qualifier au JO et des sélections pour les pousseuses. Et après février, c'est parti. Tu nous as dit que quand tu étais petite, c'était Christine Aron qui t'avait fait rêver et qui t'avait donné envie de t'y mettre. Aujourd'hui, c'est qui les athlètes qui te font rêver ? Il y en a tellement. J'admire Léon Marchand, bien évidemment, pour son parcours, ses décisions, ses choix de partir à l'étranger. Vraiment, il est admirable. Simone Biles, bien évidemment, qui est une reine. Après, je vais parler des sports d'hiver un peu quand même. Lou Jean Monod, que je côtoie avec l'armée, qui est une femme. Quelle femme. Elle est très cool et elle a les pieds sur terre et quelle force. Et puis Éric Perrault aussi au biathlon, que je connais pareil par l'armée, avec qui on rigole bien. Mais vraiment, c'est des exemples. Si tu devais échanger de vie avec un athlète le temps d'une journée, tu choisirais qui et pourquoi ? J'ai le droit à avoir quelques minutes de réflexion. Oui. Que je choisis bien, parce que c'est une belle opportunité quand même. Peut-être Antoine Dupont ou Pierre Gasly. Pierre Gasly, rien à voir. Je vais me justifier. Pierre Gasly, parce que on a plein de points en commun, nos disciplines, la Formule 1 et le bob. Peut-être, comme ça, peut-être pas. C'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais voilà, tout ça, l'aspect de l'engin, de la machine, de la mécanique, la vitesse, le risque. Donc voilà, je pense j'aimerais bien vivre sa vie. Et Antoine Dupont, parce que c'est un leader. J'ai l'impression qu'il fait sa vie dans son coin et qu'on respecte
comment il agit, comment il vit, on respecte son niveau, on respecte sa mentalité, etc. Et ça, je trouve que c'est le rêve pour tout sportif, quoi. Enfin, tout le monde l'admire et il n'y a pas de faux pas. Et ouais, c'est un leader, il motive toute son équipe et il emmène son équipe au plus haut niveau et ça, c'est trop chouette. Dernière question, à qui est-ce que tu aimerais passer le relais pour faire le même exercice que toi ici dans Tribune et Podium ? Moi, je suis trop curieuse. J'aimerais connaître les émotions de plein d'athlètes. Je vais dire Margot Bock pour la citer, bien évidemment. Mais sinon, moi, j'adore Élodie Clouvel. C'est une femme que je trouve, pareil, elle a beaucoup de prestance et elle mène son projet comme une reine. Elle a pris ses décisions. Moi, j'aime bien les athlètes qui prennent leur projet en main. Et elle a pris son projet et sa vie, puisque maintenant, elle vient de nous apprendre qu'elle était maman. Oui, il y a quelques jours. Ouais. et à côté, elle gère sa carrière de mannequin, de modèle et tout. Enfin, ouais, Élodie Clouvel, j'aimerais bien. Je pense qu'elle a plein de choses à partager. Eh ben, je l'inviterai avec grand plaisir. Merci à toi pour ce moment et de nous avoir repartagé les émotions que tu as vécues à Pékin. Et puis, on te souhaite que du bon pour Milan. Merci, j'espère que je vous raconterai Milan dans un an. Bah ouais, j'espère. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!